Ok, je vous salue à tous. Bienvenue à cette série de vidéos consacrée à la formation au siège bureautique AGIS. Avant donc de nous lancer pleinement dans l'utilisation du logiciel AGIS, il est de coutume pour la série de formations que nous faisons de faire un bref rappel de la théorie, de la théorie objet de notre formation. Aujourd'hui, donc, nous allons attaquer les notions des siges. Qu'est-ce qu'un sige? Où est-ce qu'on utilise un sige? Et comment est-ce qu'on l'utilise? C'est à ces questions qu'on doit répondre tout au long de cette première vidéo. Qu'est-ce qu'un sige donc? Un sige, le mot sige est mis pour système d'information géographique. Chaque lettre de ce mot a une signification bien particulière. Le S qui est mis pour système désigne une collection d'éléments qui satisfait une relation bien donnée. Le mot information, quant à lui, représente une donnée, c'est-à-dire l'information ou la donnée qu'on veut utiliser. Elles peuvent être des routes, des maisons, un espace végétal et bien d'autres. Le mot géographique, donc, quant à lui, qualifie ce qui est relatif à la Terre, c'est-à-dire les coordonnées géographiques. C'est donc, en grosso modo, un sige est un système de base informatique qui permet à partir de diverses sources de rassembler, d'organiser, de gérer, d'analyser, de combiner, d'élaborer et de présenter des informations localisées géographiquement, contribuant notamment à la gestion de l'espace. Cette définition est tirée de la Société française de photogrammétrie. En réalité, donc, pour aller plus simplement, le mot sige permet de numériser ce qu'on considérait avant comme des cartes faites à la main. C'est vrai que le même sige permet de ressortir des cartes, mais la spécificité ici, c'est que tout ce qui est réalisé est géoréférencé. C'est-à-dire, le monde est divisé la planète, autant pour moi, est divisée en un système de coordonnées bien défini. Si je prends par exemple le système WGS84, il est constitué de latitude et de longitude. Les longitudes qui sont par rapport à l'équateur et la latitude la latitude par rapport à l'équateur, autant pour moi, et la longitude par rapport au méridien de Greenwich. C'est-à-dire, donc, chaque point présent sur Terre a une coordonnée géographique. Les siges donc permettent d'effectuer cette numérisation de chaque information en tenant compte de la coordonnée géographique. On obtient donc des bases de données géoréférencées, c'est-à-dire ayant des coordonnées X, Y, Z. Quels sont donc les constituants d'un sige? Simplement, le sige en lui-même est un assemblage de plusieurs éléments indépendants. Le matériel, c'est-à-dire le matériel qu'on utilise pour géoréférencer les éléments, il s'agit des GPS. On peut avoir des GPS Garmin, des GPS Magellan et bien d'autres. Le logiciel en question qui permet de traiter ces données. Il y en a plusieurs, les QGIS, les AGIS, les MapInfo, donc les plus vieux MapInfo et consorts. Et dans cette formation, nous allons attaquer le logiciel AGIS. Les données qui sont dans ces informations que nous manipulons, à savoir par exemple les routes, les forêts, les maisons et bien d'autres. Les méthodes, c'est-à-dire la façon dans laquelle nous adoptons pour transformer ces données et les numériser. Et enfin, dans l'onglet utilisateur, puisque le sige permet de réaliser des informations géoréférencées, non seulement les réaliser et de les mettre à disposition des utilisateurs. Je vous prends un exemple simple de sige que vous utilisez chaque jour. Ceux qui ont déjà utilisé Google Maps sur leur téléphone ou bien sur leur
tablette ou dans leur voiture. Google Maps, c'est un exemple de sigle très révolutionnaire qui vous permet, vous en tant qu'utilisateur, de planifier un déplacement, de calculer les distances et d'observer la Terre. C'est assez beau quand vous utilisez Google Maps. Il y en a plusieurs Google Maps, OpenStreetMap. En réalité, ces services de sigle fournissent aux utilisateurs que vous êtes une multitude de données géoréférencées telles que la planification des trajets, le calcul de distance, les itinéraires et bien d'autres. Nous attaquons donc les données géographiques. Le sigle, donc, comme son nom l'indique, système d'information, le mot information fait référence aux données. Et ici, nous faisons appel aux données géographiques. Les données géographiques sont les données qui possèdent des coordonnées géographiques bien définies. Dans un sigle, chaque donnée est représentée sous forme d'une couche. Une couche. Ces couches sont des données alphanumériques structurées. Toutes ces couches vont représenter un ensemble qu'on appellera base de données géographique, qui est un ensemble de plusieurs couches superposables. Donc, le schéma ci-dessus montre un ensemble de couches, c'est-à-dire contenant des informations données. On peut avoir la topographie, les routes, l'hydrographie, végétation, élevage, habitat. Ces couches sont donc des rassemblages, autant pour moi pas des rassemblages, ces couches sont donc des conteneurs d'informations et ces conteneurs d'informations peuvent être assemblés et superposés en un seul élément qu'on appellera la base de données géographique. Il faut donc comprendre quels sont les types d'informations que contiennent les couches. Les couches donc sont représentées par deux grands types d'informations. La première information, on les appelle les données raster. C'est-à-dire, les données raster, c'est une image où chaque pixel a une position dans une grille, une résolution et une valeur. La réalité est décomposée en une grille régulière et rectangulaire, organisée en lignes et en colonnes. Chaque maille de cette grille ayant une intensité de gris ou une couleur. La juxtaposition des points recrée l'apparence visuelle du plan et chaque information. Pour aller plus simplement, imaginez votre photo prise avec un téléphone portable dernière génération. Cette photo donc représente une donnée raster puisque cette photo est constituée dans sa plus petite partie des éléments qu'on appelle les pixels, qui sont les éléments les plus petits d'une image. Chaque pixel a donc une couleur, c'est l'assemblage de toutes ces couleurs, de tous ces pixels qui forment la photo que vous avez. Plus le pixel est petit, plus la photo est bien belle et tout est bien visible. Plus le pixel est grand, plus la photo est floue. C'est pour ça que les téléphones font la concurrence sur qui aura le plus grand pixel, c'est-à-dire qui va prendre des photos plus belles. Ainsi, donc, tout ce qui concerne les images, on les appelle les données raster. Ici, on a un exemple assez simple d'un type de données, ce que vous voyez sur le terrain, qui est renvoyé en mode raster. Vous avez la forêt qui représente plusieurs petits pixels verts, la route, plusieurs petits pixels rouges et le château, un seul gros petit pixel noir. La deuxième donnée géographique utilisée en sigle est la donnée vecteur. La donnée vecteur, donc, contrairement à la donnée raster, est constituée des points, des lignes et des polygones. Elles sont décrites à travers les constituants élémentaires, à savoir, comme je disais, les points, les lignes et les polygones. Chaque objet doit un identifiant qui permet de le relier à une table attributeur qui décrit cet objet. La figure encore montre ce que vous voyez sur le terrain et le mode vecteur. Je disais bien, dans le mode vecteur, on a trois types d'éléments. Les polygones, ici représentés par une forêt, les lignes
une succession de points et enfin les points uniques, par exemple le château. La dernière catégorie de données, ce sont les données attributaires. C'est un mode de représentation, un tableau dont chaque ligne ou enregistrement est relié à une géométrie par un identifiant structuré en un tableau où chaque colonne est un champ qui décrit les caractéristiques des objets spatiaux. C'est en fait ça les données attributaires. Dans l'évolution de la formation, nous allons essayer d'attaquer tous ces types de données. Nous allons les présenter d'abord, apprendre à les utiliser et enfin nous allons utiliser des cas pratiques pour maîtriser l'utilisation de ces données. En gros, voici tout ce qu'il faut savoir sur le système d'information géographique. On est néophyte dans le domaine. Quelles sont donc les applications de ces systèmes d'information géographique? Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Les apports des sites sont nombreux, tant pour moi. Le domaine d'application est assez varié. Il permet de comprendre les phénomènes, prévoir les risques, effectuer des simulations. Les sites permettent de combiner plusieurs éléments. Je vais prendre un exemple de l'étude de la déforestation à l'aide des images, par exemple, satellitaires et géoréférencées. On effectue une série d'analyses temporelles et suivant cette analyse, on peut voir comment est-ce que la végétation diminue à un endroit et comment est-ce qu'elle augmente. Elle permet aussi d'établir des cartographies rapides. Il y en a plusieurs services de cartographie rapide de nos jours, Google Maps, OpenStreetMap et bien d'autres, les images Bing et bien d'autres. Réagir rapidement après les événements ayant un impact sur le territoire. Calculer des coûts ou des bénéfices. C'est vrai que quand, par exemple, vous voulez titrer un terrain et que vous utilisez un système d'information géographique, il est plus évident pour vous de connaître avec détail la superficie de votre terrain. Fournir des itinéraires, des plans adaptés. Je prenais l'exemple ici de Google Maps où vous pouvez planifier un déplacement, un itinéraire et bien d'autres. Gérer une multiplicité d'informations attributaires sur des objets, c'est-à-dire assembler plusieurs informations en une seule grosse base de données pouvant faciliter l'interprétation. Les informations sont donc stockées de façon claire et définitive. En grosso modo, voici donc tout ce qu'il y a à savoir brièvement sur les siges. Dans le premier module contiendra une série de documents qui vous amènera à mieux appréhender le domaine des siges et une introduction facile d'utilisation des siges. La série de vidéos de ce module, de cette formation, est divisée en 4 grands modules. Le premier module que nous attaquons immédiatement concerne la prise en main rapide du logiciel et une exploration superficielle de toutes les composantes de ce logiciel et aussi une application de tous les types de données qu'on a pu définir plus haut, c'est-à-dire données vecteurs, les données raster, données attributaires. Ayant donc fini ce premier module, vous aurez tous les acquis nécessaires pour attaquer les modules suivants. Le module 2 donc, qui va suivre est un module pratique. Nous avons opté pour un apprentissage par cas, c'est-à-dire nous attaquons une thématique particulière qui vous permettra d'acquérir plus de connaissances sur les sites et sur l'utilisation du logiciel. Donc, au module 2, nous allons attaquer la géomorphologie, c'est-à-dire nous allons utiliser des images raster pour ressortir les informations telles que la topographie, les pentes, l'hydrographie et bien d'autres. Le module 3 donc s'attaquera au métier de géosciences. Nous avons consacré ce module pour les professionnels de géosciences qui font dans la géochimie. Ce module s'intitule la modélisation des données géochimiques sur un site. Nous allons explorer comment est-ce qu'on peut restituer les données géochimiques sous forme
de cartes plus précises. Le module 4, le dernier module, s'attaque aussi au domaine des géosciences. Il s'agira d'utiliser tout ce qui est à notre disposition comme système d'information géographique pour établir des cartes géologiques dans une zone. Vous serez à même, à la fin du dernier module, de planifier une descente sur le terrain très rapide, de récolter les informations, de les classer, de les traiter dans un siège pour ressortir une belle carte géologique de la zone donnée. Et à la fin de toutes ces formations, je pense que vous n'aurez plus de secrets pour les sièges et pour ArcGIS en particulier. C'est donc la fin pour cette première vidéo. Je vous envoie à la prochaine vidéo.